Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et que vous voyez correctement mon écran. N'hésitez pas à me dire si l'écran se partage pas parce que j'ai l'impression qu'il y a une attente de retour d'écran. Je pense que c'est OK, mais sinon n'hésitez pas à me le dire dans le chat directement. Déjà merci à tous de participer à ce premier webinaire de l'année consacré aux nouveautés de la version Molflow 2024. On va commencer un petit peu, je vais commencer juste par me représenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hervé Heitmann, je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis 7 ans maintenant. Je m'occupe de tout ce qui est présentation technique, support, formation, suivi client sur Molflow et Fusion. Et auparavant, j'ai fait une formation d'ingénieur en chimie des polymères spécialisée en matériaux plastiques. Et j'ai également travaillé chez MIHB et chez Renault en tant qu'ingénieur en matériaux plastiques. Pour rappel, toujours, n'hésitez pas à, à vous tenir informé de notre actualité concernant l'ensemble des événements de l'année, que je vais bien sûr représenter aussi par la suite. Donc, tous les webinaires de l'année, vous pouvez les retrouver directement dans notre onglet événements, ainsi que les autres événements liés à la Business Unit Make, concernant le club utilisateur, les salons aussi auxquels on participe. En tout cas, tous les événements liés à Applicit sont répertoriés directement sur notre site. N'hésitez pas également à naviguer sur notre blog où on fait chaque mois de nombreux articles techniques sur des trucs et astuces liés à Molflow et à Fusion. Donc toujours une mine d'informations très précieuse pour avoir des compléments et des petites astuces dans l'utilisation de vos outils. Il me manque les titres. Ok. Au niveau de l'agenda des webinaires qu'on propose au courant de l'année, donc bien sûr aujourd'hui les nouveautés de la version 2024. En mars, on proposera un webinaire sur l'analyse de la biréfringence. En avril, sur l'injection séquentielle. En mai, sur la compression et l'injection compression. Ensuite, thermique BEM moyenné sans modéliser le moule versus thermique FEM modélisation du moule et thermique transitoire. En septembre, un petit webinaire pour mieux recomprendre et la caractérisation d'une matière et la lecture approfondie d'une carte matière. Ce qui est très important dès qu'on démarre une étude, c'est connaître correctement le niveau de caractérisation de notre matière et ce qu'on peut en attendre. Ensuite, on va s'attarder à la conception de manière générale des pièces plastiques dans Fusion, que ce soit sur la partie CAO ou simulation méca et réo également. En novembre, on reparlera de Molflow Data Fitting et des nouvelles options disponibles dans Molflow Data Fitting 2024, qui est l'outil pour se créer ses propres cartes matières au format UDB. Et en décembre, on parlera des fonctionnalités en cours de développement dans Scandium 2024. Aussi également, vous êtes invité au club utilisateur Molflow qui se déroulera cette année à Lyon le 19 et 20 juin. Donc sur 2 jours, une demi-journée d'atelier et une journée plénière complète. Donc on a un petit peu changé. Chaque année c'était à Paris. Cette année, on a décidé de le faire à Lyon. Donc ce sera à The Rock Hotel. Je crois que c'est au sud, juste au sud de Lyon, dans le 7e. Au niveau de l'agenda du club utilisateur Molflow, donc comme les années précédentes, du coup, on fait une demi-journée d'atelier sur 3 thématiques. Chaque personne pourra participer, bien sûr, aux 3 ateliers en groupe restreint. Donc un premier atelier sur le plan d'expérience et les calculs paramétriques. Vraiment, ça va permettre de voir comment on met ça en données, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on peut en faire et quelles sont les best practices à ce niveau. De mon côté, je ferai un atelier sur l'analyse de la déformation post-moulage, c'est-à-dire
Ça va aussi inclure le lancement du calcul et comment analyser notre déformation au mieux avec l'ensemble des outils, disponibles dans Molflow, et un atelier sur le couplage entre le calcul mécanique et l'étude rhéologique via ELUS. Et le soir, on aura bien sûr un dîner et une soirée de bienvenue, tous ensemble sur le même lieu. Au niveau de la journée plénière, donc toujours les nouveautés de la nouvelle version présentées par Anno, ainsi que les axes de recherche et développement présentés par Franco Costa. On aura une présentation de Kistler sur l'intérêt d'une étude rhéologique couplée au capteur de pression. Une présentation de la société Salomon sur un cas de couplage d'une case de fixation de ski, un couplage Réo-Meca via ELUS pour justement visualiser la casse et intégrer aussi les lignes de soudure et l'orientation des fibres à notre calcul mécanique. Une présentation de Solvay sur le déplacement d'insertion moulée dans l'outillage, et une présentation de Avient sur l'allègement des pièces et les coûts de développement présentés par Oscar. Et de notre côté, une présentation sur tout ce que vous devez savoir en 2024 concernant Fusion, ses extensions, l'extension simulation, la gestion de vos licences de manière globale et les nouveautés Molflow et des petits trucs et astuces liés aux dernières fonctionnalités du logiciel. Au niveau de l'agenda du jour, pour commencer, on va faire une petite overview des nouveautés Molflow 2024. Après, on rentrera un petit peu dans le détail. On parlera de l'installation. Il y a des choses qui se sont améliorées aussi sur l'installation, qui peuvent rendre plus simple l'installation. Mise à jour de la base matière, toutes les nouvelles fonctionnalités et toutes les améliorations du solver. Donc oui, comme chaque année ou à chaque update, Molflow se met à jour pour permettre aux utilisateurs d'avoir un logiciel plus performant tant sur le solver que sur le flux de travail et sur l'interface utilisateur pour toujours se simplifier la vie et automatiser aussi le plus les tâches et les choses. Et également toujours aussi des nouveautés de la base, des mises à jour de la base matière. Donc la Molflow 2024 est sortie au courant du mois de janvier, donc elle est disponible et vous pouvez bien sûr directement l'installer. Petit slide qui résume un petit peu l'ensemble des nouveautés qu'on passera en revue, mais on a une nouvelle analyse de déformation qui peut inclure l'assemblage de nos pièces et visualiser la déformation dans notre pièce assemblée. Un couplage fibre-écoulement pour prendre en compte la viscosité anisotrope liée à l'orientation de ma fibre, la conductivité thermique anisotrope en fonction de l'orientation de ma fibre, amélioration de l'installation du produit, des nouveaux outils pour interpréter les résultats, histogramme, valeur min, valeur max, pilotage des obturateurs 3D, mise à jour de la base, amélioration du solver de déformation pour le dual domaine, pour le contact insert-insert pour le core shift, pour la déformation 3D, l'utilisation des données de retrait de la matière, le stamp, et l'amélioration de l'algorithme du calcul du temps d'injection en automatique. Donc on va passer un petit peu tout ça en revue. Au niveau de l'installation, alors bien sûr, vous pouvez toujours installer de manière classique votre licence Molflow en vous rendant sur votre portail Autodesk et sur la partie Molflow Insight, en téléchargeant l'exécutable et en lançant l'installation de l'exécutable que vous avez téléchargé. Dès lors qu'on passe par cette installation classique, vous allez pouvoir, une fois que l'installation du produit est réalisée, si nécessaire, lancer le licence configuration et spécifier si vous êtes en licence nominative, en utilisateur nommé ou en licence réseau, et spécifier le nom de votre serveur de licence et le niveau de votre licence standard, premium ou ultimate. Donc ça, c'est toujours l'installation classique comme en version 2023. Et désormais, on peut aussi faire une installation
personnalisée. Donc si vous allez sur Malflow Insight, installation personnalisée, que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir directement sur votre portail Autodesk avoir le choix entre le type de licence, donc ça va éviter de rentrer dans la licence configuration par la suite, directement spécifier le chemin d'accès au répertoire projet et choisir ce que vous souhaitez installer. Est-ce que vous souhaitez installer Elius Communicator Insight Synergy ou juste Insight et Synergy par exemple sans Communicator, sans Elius et le reste. Une fois que votre choix il est fait, vous faites suivant. Ici, on va rester dans un premier temps sur l'onglet Installer, qui est l'installation personnalisée. Vous allez pouvoir spécifier le chemin où va s'installer les produits. Et vous pouvez directement éditer votre serveur de licence à ce niveau. Et vous pouvez directement après cliquer sur télécharger. Ce que ça va faire, ça va directement créer un exécutable d'une installation personnalisée que vous allez pouvoir exécuter, que vous pouvez partager aussi à d'autres, hein, et il va directement lancer l'installation telle que vous l'avez personnalisée sur votre portail Autodesk. Donc vous n'avez plus rien à faire par la suite. Vous n'avez plus à rentrer dans la licence configuration, plus à renseigner le serveur de licence. Tout a déjà été paramétré sur votre portail Autodesk. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une installation avec déploiement. Donc ça peut être créé par les administrateurs pour vraiment faciliter l'installation sur plusieurs machines, donc disponible uniquement sur Windows. Donc si vous allez sur déployer, vous pouvez spécifier le chemin du déploiement. Pareil, éditer le serveur de licence. Une fois que vous cliquez sur télécharger, ça va vous créer un dossier dans les téléchargements qui s'appelle Molflow Custom Deployment.exe. Vous l'exécutez. Dans le chemin répertorié auparavant, ça va vous créer un fichier BAT que vous allez pouvoir lancer pour réaliser l'installation. Et donc ce fichier, vous allez pouvoir justement l'utiliser sur plusieurs machines si vous souhaitez faire des installations sur de nombreuses stations directement. Donc une installation personnalisée qui est désormais accessible via votre portail Autodesk. Et sinon, il y a aussi l'installation, bien sûr, de manière classique. Au niveau de la mise à jour de la base matière, donc dans la dernière version, donc en version 2024, on tombe à 12 954 grades thermoplastiques. On s'approche des 13 000 matières ici. À noter que 303 matières ont été ajoutées, 152 matières modifiées, 101 grades supprimés et presque 6 000 matières disposent des données de retrait mesurées exclusivement par les laboratoires Autodesk. Donc, toujours très important d'avoir une base matière à jour et l'intérêt d'installer la dernière version de l'outil. À noter aussi qu'au niveau de cette base matière, elle est plus directement intégrée dans le logiciel, mais c'est un composant installable indépendamment. Ça va permettre de mettre à jour la base matière à intervalles réguliers et plus régulièrement, de manière générale. Et typiquement, on pourra mettre à jour la base matière sans être obligé d'installer la dernière version du logiciel. Ce sera disponible dans la partie Autodesk Access, là où vous pouvez voir certaines mises à jour, certaines updates du logiciel. S'il y a une mise à jour de la base matière, vous la verrez aussi directement là, et ça va permettre vraiment de faciliter cette mise à jour et de la rendre aussi plus fréquente. Au niveau du gestionnaire des tâches, le Simulation Compute Manager, alors petite info, il y a une nouvelle ligne de commande, donc il existait déjà la commande Compute Tool purge pour purger le SCM et enlever toutes les tâches qui sont de le SCM et vider certains fichiers temporaires. On a également aussi pour X raison, un souci de dépannage, on peut collecter pour le support
les journaux de diagnostic. Donc vous pouvez exécuter cette nouvelle ligne de commande en spécifiant bien le chemin d'accès, Programme File Autodesk Simulation Compute Manager 2, bin, et en tapant du coup Compute Tool diagnostic, disponible sur Windows et Linux, et ça va vous créer directement dans les logs du SCM un zip qui s'appelle diagnosticdata.zip que vous allez pouvoir transférer au support si jamais vous avez rencontré un souci ou pour réaliser un dépannage, pour voir ce qui s'est passé. Au niveau des nouvelles fonctionnalités, donc fonctionnalités déjà pour se simplifier la vie au niveau de l'interprétation de certains résultats et pour classer les résultats dans entre guillemets, dans des compartiments en fonction du pourcentage de volume concerné pour notre modèle, et mieux comprendre les valeurs, où se trouvent les valeurs hautes, où se trouvent les valeurs basses, et potentiellement certaines valeurs aberrantes qui sont que sur une petite partie du modèle, voire négligeable. Donc c'est la fonction histogramme. Dès que vous êtes sur un résultat, vous allez pouvoir l'activer. Et typiquement ici, quand on regarde le résultat temps pour atteindre la température d'éjection, on voit qu'à partir ici, donc tout au niveau du temps de cycle, à partir de 38,8 secondes, on a quasiment toute la pièce qui a atteint la température d'éjection. On a quelques petites zones qui nécessiteraient plus de temps de cycle, mais la très grosse majorité de la pièce a déjà atteint la température d'éjection à 38,8 secondes. Je peux aussi directement choisir le compartiment sélectionné, et il m'affiche uniquement les valeurs qui se trouvent dans cette plage. Donc vraiment un outil qui va nous permettre aussi de se simplifier la vie sur l'interprétation de certains résultats, et également directement aussi l'affichage des résultats min et max en fonction aussi d'un pourcentage, 1%, 5%, 10%, donc 10% des valeurs les plus hautes, 5% des valeurs les plus hautes, 1% des valeurs les plus hautes, ou à l'inverse, pareil sur le minimum, 1% des valeurs les plus faibles ou 10% des valeurs les plus faibles. Donc directement, en fait, voir où se trouve le max, où se trouve le min, et à quelle zone de la pièce sont concernées. Donc ça évite aussi, en un seul clic, on peut directement voir ça en évitant d'aller dans les échelles, recalibrer les échelles. Donc c'est aussi plus rapide, et l'expérience utilisateur est plus sympa à ce niveau. Nouvelle fonctionnalité également, c'est une nouvelle option qui permet de calculer la viscosité d'écoulement anisotrope dès lors que je suis sur une matière chargée fibre. Donc le solver va estimer une nouvelle viscosité de la matrice en fonction de l'orientation de ma fibre. Donc ça peut être plus impactant sur tout ce qui est par exemple moulage par compression, ou alors lorsque j'utilise une matière chargée fibre longue par exemple. C'est valable pour les thermoplastiques et les thermodurcissables. Et en fonction de ma pièce, de ma matière aussi, ça peut vraiment changer l'écoulement et la viscosité, l'orientation des fibres peut changer ma viscosité du coup. Bien sûr, ça peut aussi avoir un impact sur l'écoulement, mais également sur, par exemple, les pressions calculées dans certains cas. Comment ça se présente? En fait, dans votre option, dans les options de solver du fibre, vous pouvez simplement ici sélectionner, par défaut c'est sur non, hein. Si vous voulez prendre en compte l'effet de la fibre sur la viscosité du polymère, vous pouvez sélectionner oui dans les options du solver fibre. Autre nouveauté au niveau de la fibre, c'est qu'on peut désormais aussi prendre en compte la conductivité thermique anisotrope en fonction de l'orientation de ma fibre. Donc typiquement, aussi pareil, beaucoup plus, enfin pas pareil, mais beaucoup plus impactant sur tout ce qui est par exemple fibre de carbone, beaucoup plus négligeable sur tout ce qui est fibre de verre. Mais si vous êtes sur une matière chargée fibre de carbone, l'orientation de la fibre de carbone va fortement influencer la conductivité de votre matière.
Donc vous pouvez le sélectionner pareil dans les options du solver fibre, prendre en compte l'effet des fibres sur la conductivité thermique. Par défaut, ce sera sur non. Si vous voulez l'activer, vous pouvez le spécifier oui. Vous pouvez aussi l'activer par défaut si vous le souhaitez. On aura tendance à avoir une conductivité plus faible dans la direction de l'épaisseur. Donc on aura un nouveau résultat, le tenseur de conductivité thermique. Et cette nouvelle option, donc en plus de ce nouveau résultat, bien sûr, ça va impacter le figeage de ma matière potentiellement, la solidification, mais du coup aussi les pressions. Donc comme dit, pour la fibre de verre, moins impactant hein, très clairement, mais beaucoup plus impactant pour tout ce qui est fibre de carbone par exemple. Un autre exemple. Et ici, on voit un petit exemple par exemple, sur l'impact que ça peut avoir sur la pression, où ça peut influencer la prédiction de la décroissance de la pression due à la solidification. Donc sur cette matière chargée fibre de carbone, on est aussi plus précis avec la conductivité anisotrope par rapport au capteur de pression réel, contrairement à la conductivité standard. Autre nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de piloter les obturateurs dès lors que j'ai modélisé un bloc chaud en 3D, en élément tétraédrique. C'est vrai qu'auparavant, si je voulais gérer du séquentiel et modéliser mon bloc chaud en 3D, j'étais obligé de laisser un espace entre mon bloc chaud 3D et ma pièce pour mettre des éléments poutres et intégrer le séquentiel. Désormais, je peux directement le faire sur mon bloc chaud 3D. Une fois que mon bloc chaud 3D, une fois que j'ai fait mon maillage global pièce plus bloc chaud, bien sûr, je vais pouvoir affecter mes propriétés. Et du coup, j'ai une propriété toujours, bien sûr, canal chaud 3D. Et j'ai une nouvelle propriété qui s'appelle seuil chaud 3D. Donc, je vais sélectionner mes éléments tétraédriques et attribuer cette propriété seuil chaud 3D. Une fois que la propriété elle est activée, ça va me mettre en violet mes éléments tétraédriques, signe d'un seuil chaud 3D. Et quand je vais aller sur les propriétés, je vais pouvoir avoir désormais l'onglet injection séquentielle à ce niveau. Choisir pareil comme pour les éléments poutres le type de contrôleur. Je peux régler en temps, en durée, en pourcentage de volume rempli par rapport à la position de la vis ou la pression. Et une fois que je valide, mes tétraèdres passent en bleu ciel et je retrouve ma petite flèche comme quoi j'ai bien spécifié un contrôleur de busette à ce niveau. Nouvelle fonctionnalité concernant la partie déformation, c'est l'analyse d'assemblage. Donc ça va vraiment permettre de simuler la pièce dans son environnement assemblé en spécifiant les zones d'assemblage, les points de blocage qui vont être traités comme un cas de charge spécial. On le verra juste après, mais au moment de l'étude, il faudra que je spécifie la tolérance de retrait, le retrait de ma matière, que je retrouve soit sur la fiche matière, soit via un premier calcul qui a été réalisé. Dans l'option contrainte, je vais affecter mes zones d'assemblage, de fixation, et je vais avoir un nouveau résultat qui est l'écart par rapport à la conception de la pièce dans son environnement assemblé. Donc disponible pour les trois technologies de maillage, mid-plane, dual domain et 3D. Alors des fois la pièce assemblée, dans certains cas, ça va permettre d'éliminer une déformation ou alors de la réduire dans son environnement parce qu'on va la reconformer un petit peu la pièce, ou alors dans certains cas, ça va pouvoir l'accentuer pour X raisons parce qu'en fait ma pièce elle est trop grande et je vais revenir la recalibrer de manière plus petite et ça peut créer une flexion forcée par exemple. Donc dans tous les cas, une pièce à assembler n'a pas la même déformation qu'une pièce que la déformation à l'éjection de base, hein. C'est sûr.
ça peut être un outil précieux pour anticiper ce qui se passe dans l'assemblage. Petit schéma de principe ici, pour juste comprendre comment ça fonctionne sur le principe. Admettons, j'ai une pièce qui a un design 100 mm, une cote moule à 102 mm. Si ma pièce injectée fait 100,5 mm, mais qu'au final, après, je viens la réassembler vis-à-vis de ma cote théorique à 100 mm, bah, je peux créer de la flexion forcée ici. Et c'est ce que je vais pouvoir simuler dans Moleflow désormais. Comment ça fonctionne? Je vais devoir spécifier mes contraintes. Donc ça peut être des contraintes générales, des supports fixes. Donc ici j'ai pris l'exemple du support fixe. Je vais choisir mes nœuds, mes zones d'assemblage en sélectionnant mes nœuds. Et je vais utiliser cela dans l'analyse de déformation. Et dans mon paramètre de solver de déformation par la suite, il faudra que j'active l'option ajustement des positions de contrainte selon la tolérance du retrait du moule. Donc j'active cette option, c'est l'analyse d'assemblage, et je spécifie le retrait de ma matière en pourcent. Si admettons vous n'avez pas mis de contrainte et que vous sélectionnez cette option avec le retrait de votre matière, vous avez aussi directement le nouveau résultat écart par rapport à la conception, donc sans l'assemblage, mais juste en ayant fait une compensation de retrait isotrope. Donc en l'activant et en spécifiant en retrait, vous avez la déformation globale à l'éjection, plus la déformation avec directement une compensation de retrait qui a été spécifiée. Encore une fois, si vous n'avez pas mis de contrainte d'assemblage. Un petit exemple aussi que j'ai pu, juste pour le test. Donc ici, on a la déformation de base à l'éjection. Donc on retrouve par exemple ici un effet de coin important. Et j'ai lancé l'analyse d'assemblage en contraignant les 4 coins comme s'ils étaient assemblés. Donc ici, vous retrouvez les points rouges, c'est mes zones d'assemblage. Et du coup, on voit en fait que je fais une déformation forcée. Donc je réduis ma déformation, mais je crée du coup une petite flexion. Mais ici, pour le coup, j'atténue un petit peu ma déformation. On voit la déformation résiduelle. Et vous voyez ce résultat écart par rapport à la conception de la pièce est directement affiché via la compensation de retrait que j'ai appliquée dans le paramétrage solver process. Donc c'est directement la pièce finale assemblée, hein, sans le retrait. Ensuite, donc on va parler un petit peu des améliorations solver. Alors, il y a une modification qui a été réalisée au niveau du calcul du temps d'injection en automatique. Donc c'est vrai que dès les premières études, le temps d'injection en automatique, il est très bien parce qu'il me permet d'injecter directement ma pièce avec un temps d'injection cohérent. Cependant, par rapport aux règles un petit peu classiques et au niveau des différents résultats qu'on va interpréter par la suite, ils ont remarqué, moi je l'ai aussi remarqué de temps en temps, c'est que le temps d'injection, il était peut-être un petit peu trop lent par rapport notamment peut-être à la fraction de couche solide à la fin du remplissage ou ce genre de choses. Donc en fait, ils ont un petit peu recalibré tout ça par rapport aux résultats clés qui sont utilisés pour calculer le temps d'injection automatique. Et désormais, en 2024, on aura tendance à avoir un temps d'injection en automatique qui sera plus rapide que dans les versions précédentes. Et c'est disponible pour Midplane, Dual Domain et 3D. Donc à noter, c'est que cette nouveauté est aussi valable pour Moleflow Advisor comme la base de données matière. Mais donc du coup, ça permet quand même d'avoir un temps d'injection plus cohérent aussi vis-à-vis des principaux résultats. Donc ici, j'ai aussi fait un petit test. Temps d'injection en automatique, il me calculait 0,74 secondes. Temps d'injection en automatique en version 2024, ici 0,31 secondes. Donc aussi beaucoup plus rapide ici à ce niveau. Et qui permet aussi d'avoir des meilleurs résultats sur la partie température au front d'écoulement, etc.
Amélioration solver aussi sur le calcul des rotatiures. Donc rotation de manière classique, on est sur une dépression en surface de la pièce liée à des zones, à des variations d'épaisseur ou à des nervures plus ou moins massives. Et donc la nouveauté, c'est qu'on va aussi pouvoir visualiser désormais les rotatures négatives. Typiquement, on va gonfler la pièce ou avec un bossage. Ça peut être le cas dans un scénario où je passe d'une épaisseur forte à une épaisseur fine, puis à une épaisseur forte. Donc vraiment, quand une épaisseur fine est entourée de parois massives, c'est un scénario qui peut se présenter. Et du coup, désormais, bah, je peux avoir une valeur de rotation négative dans certaines zones et euh, visualiser le bossage en fait directement. Donc également valable pour Molflow Advisor. Amélioration du core shift. Donc dans le core shift, quand par exemple j'ai plusieurs inserts surmoulés dans l'outillage qui sont en contact, et d'autant plus s'ils ont des matières différentes, ce qui peut arriver si par exemple j'ai une dizaine de connecteurs qui sont maintenus par une pièce plastique, en vue de les mettre dans l'outillage de manière directe, bah, j'ai plusieurs interfaces de contact et du contact au niveau de mes inserts surmoulés. Donc, auparavant, je pouvais le faire, mais il fallait absolument mailler en corrélation exacte et pour créer quand même un seul bloc, faire une fusion globale des nœuds en contact. C'était un petit peu plus fastidieux. Désormais, en fait, ils retrouvent le contact insert-insert pour la partie core shift. Ça fonctionne également pour la partie insert moule en contact avec un insert pièce ou insert moule. Et il y a aussi quelques améliorations et corrections de bugs sur la partie déplacement. Euh, donc typiquement, en version 2023, si je fais pas cette fusion globale, bah, il ne retrouve pas de contact, il ne retrouve pas un seul bloc via un contact collé. Et du coup, désormais en 2024, j'ai juste besoin de mailler l'ensemble de mes composants et va directement retrouver le contact entre, entre mes différents inserts. Donc ça avait été déjà mis en place pour la partie déformation, contact insert-insert pour la partie déformation, et désormais ça a été mis en place pour le déplacement de broches de moule ou d'inserts surmoulés dans l'outillage. Autre amélioration solver importante, c'est l'utilisation des données de retrait de la matière pour l'analyse 3D. Donc, si pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent au CRIMS, mais pour le 3D, donc ça s'appelle le STAMP pour Shrinkage Test Adjusted Mechanical Properties. Donc, on va calibrer les propriétés mécaniques de notre matière via les données de retrait mesurées. Donc, c'est les mêmes données de retrait mesurées qui sont utilisées pour le CRIMS, pour l'analyse midplane et dual domaine, sauf pour le 3D ici. Et en effet, les données de retrait mesurées permettent d'avoir des informations supplémentaires quant à une certaine dépendance à la température, aux effets de relaxation des contraintes. Et ça permet de mieux prendre en compte même pour des polymères, c'est valable pour les polymères chargés et non chargés, mais typiquement aussi pour les polymères non chargés, ça permet de mieux prendre en compte le degré d'anisotropie en raison de l'alignement des structures cristallines et moléculaires, par exemple aussi. Donc ça permet vraiment de rajouter aussi une surcouche sur la partie déformation 3D et, et dans beaucoup de cas d'être aussi beaucoup plus précis. Cette nouvelle option de solver est disponible en petit déplacement et en grand déplacement pour toutes les matières. Donc ici, si on fait un petit comparatif entre donc c'est pour un thermoplastique élastomère chargé carbonate de calcium. En abscisse, on retrouve l'ensemble des conditions process des 25 éprouvettes. Ici, sur l'image de droite, on est dans la direction parallèle à l'écoulement pour cette matière. On retrouve le retrait parallèle
mesuré pour l'ensemble des 25 éprouvettes. En rouge, on a le modèle de contrainte résiduelle non corrigée, et en vert, le nouveau modèle STAMP. Et donc on voit ici que par exemple pour cette matière, on fit beaucoup plus les retraits avec le modèle STAMP qu'avec l'ancien modèle de contrainte résiduelle non corrigée. Idem pour la partie retrait perpendiculaire à l'écoulement. Pour l'ensemble des conditions de process, via ce nouvel algorithme, ce nouveau modèle de déformation 3D, on fit aussi beaucoup mieux les données de retrait réellement mesurées pour cette matière. Comment ça se présente? Ça se présente dans l'onglet propriétés de la matière. Alors, c'est pas défini comme l'option par défaut actuellement. Donc, si vous voulez l'activer, vous sélectionnez votre matière, vous cliquez sur éditer et vous passez sur le modèle stamp. Donc, pour bien sûr l'activer, il faut bien sûr que les données de retrait soient caractérisées et que le tableau, voilà, que le tableau soit complet ici, qu'on n'ait pas un champ de données vierges. Et vous pouvez l'activer ici dans les options du modèle de retrait 3D utilisé. Par défaut, c'est le modèle de contrainte résiduelle non corrigée et vous pouvez l'activer si vous avez les données de retrait. Il y a eu pas mal de tests qui ont été faits sur un grand nombre d'échantillons, sur des matières chargées ou non chargées. Donc ici, sur 65 matériaux non chargés, on voit que le pourcentage d'erreur par rapport donc entre le stamp et la contrainte résiduelle, que le stamp améliore quand même les données, les retraits calculés et la déformation de la pièce. Dans certains cas, ce sera vraiment équivalent à l'ancien modèle, mais dans certains cas, via la relaxation des contraintes qui est quand même beaucoup mieux prise en compte, on sera quand même beaucoup mieux dans certains cas de figure, dans un exemple de validation que je vous montrerai juste après. C'est idem pour les matières, pour l'échantillon de 53 matériaux remplis de fibres, de manière très globale. Stamp permet d'avoir des meilleurs résultats aussi de déformation 3D. Donc c'est quelque chose qui était en cours de recherche et développement et disponible en version bêta Scandium depuis maintenant 2-3 ans quand même. Et désormais ils l'ont inclus à la version commerciale avec le brevet et ça a été breveté. Ici, on voit l'exemple d'une validation sur une pièce en polypro, où en réalité, on a un flambage, une déformation très importante d'un des coins de 16-17 mm. Sans le stamp, on ne le voit pas, clairement pas. Et avec le nouveau modèle de déformation 3D, on retrouve très clairement la bonne déformation. Donc ici, c'est vraiment un cas où ça joue de manière très importante, donc à ne pas négliger. Après, dans d'autres cas, j'ai fait le test avec une autre pièce, une autre matière. Ici, grosso modo, on est grosso modo équivalent entre le modèle de contrainte résiduelle non corrigée et avec le nouveau modèle stamp. On a des petites variations de retrait de l'ordre de 0,1%, mais qui permettent quand même d'être un peu plus précis et encore plus en adéquation, je pense, avec la donnée de retrait mesurée sur la matière. Mais ici, voilà par exemple un exemple où ça joue quand même très très peu sur la déformation calculée. Également aussi une amélioration du modèle de contrainte résiduelle non corrigée pour les cristallins avec de la fibre et les polymères à cristaux liquides avec charge ou sans charge qui permettent d'être plus précis aussi sur les retraits calculés. Et une amélioration du calcul de déformation dual domaine pour être plus consistant avec le 3D et le mid-plane dans le cadre d'effets de petites nervures courtes. Donc on le voit très clairement ici sur cette même pièce, on est beaucoup plus cohérent en 2024 et beaucoup plus équivalent au 3D et au mid-plane grâce à cette amélioration et cette meilleure considération des effets des petites nervures sur une étude dual domaine. Donc aussi une amélioration intéressante à ce niveau.
Même si voilà, toute la majorité des pièces désormais, j'ai envie de dire plus de 99,9% des pièces sont réalisées quand même en 3D directement. En conclusion, donc, la version 2024 de Molflow comporte un grand nombre de nouveautés quand même majeures, hein, et des nouvelles fonctionnalités importantes comme l'analyse d'assemblage, tout ce qui est conductivité thermique anisotrope et des améliorations solver importantes, comme c'est le cas pour le stamp, entre autres, sur l'intégration des propriétés de retrait pour nos études 3D. Merci à tous de votre attention et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, si vous en avez. Pour le moment, j'en vois pas. Ah, si elles apparaissent maintenant. Ah oui, elles sont toutes apparues d'un coup, dis donc. Ok. Communiquer sur la méthode. Est-ce que Autodesk a communiqué sur la méthode de simulation pour les calculs en mode assemblage? Est-ce un calcul en deux temps avec retrait déformé à l'état libre, puis remis en position d'assemblage pour avoir le résultat final tel qu'on le faisait jusqu'à présent via un logiciel de structure, ou est-ce un calcul retrait déformé avec une pièce déjà contrainte de manière hyperstatique? C'est vraiment le premier cas où je vais avoir ma pièce en fait déformation plus retrait, et après va venir être recalibré via un cas de chargement spécial via mes contraintes d'assemblage. Donc c'est vraiment le premier cas de figure. C'est d'abord en fait il va faire comme s'il faisait un retrait déformation à l'état libre classique, puis après remis en position d'assemblage, hein. Question sur l'option prise en compte de la variation de la viscosité anisotrope en fonction de l'orientation de la fibre. Quel est l'impact sur le temps de calcul? J'ai pas testé l'impact sur le temps de calcul. Faudrait que je fasse le test, mais j'ai envie de dire que ça change pas de manière transcendante le temps de calcul, mais à vérifier. J'ai pas fait ce test avec ou sans l'option. Est-ce qu'il y a une variation sur le temps de calcul? Donc, dans le doute, je vais faire le test. Mais à mon sens, ça changera pas de manière significative le temps de calcul. Oui, bien sûr, ce sera possible de vous partager l'enregistrement. Combien de matières déjà caractérisées pour le stamp? On est sur 6000 matières pour le stamp. 6000 matières avec les données de retrait.
Autre question, nombre de matières pour le stamp. Donc on est sur 6000 matières avec les caractérisations en retrait. C'est les mêmes matières c'est les mêmes données de retrait, hein, que pour le CRIMS. Donc toujours des matières qui sont aussi caractérisées en plus à ce niveau. Donc ouais, un peu en dessous de 6000, mais proche de 6000. Pour le calcul de déformation avec l'assemblage, peut-on tenir compte de la flexibilité de l'assemblage? J'aurais tendance à dire non, pour le coup. Euh, on va vraiment mettre des points de blocage. Après, ça dépend au niveau des contraintes. Peut-être unidirectionnelles, je peux spécifier peut-être un jeu. Je sais que on pouvait le spécifier pour l'analyse de déplacement d'insertion moulée ou de broche de moule. Mais j'aurais tendance à dire non pour la flexibilité de l'assemblage. Temps d'injection corrigé en automatique en 2024. Est-ce que c'est physique? Comment expliquer cette amélioration? Bah en fait, moi, si vous voulez, sur le temps d'injection en automatique, vraiment, c'est ce que je faisais systématiquement. C'est ce que je fais systématiquement pour mes premières études en avant-projet. Et c'est vrai que à chaque fois, quand même, je recalibrais quand même un temps d'injection plus rapide, de par un peu un auto-refroidissement que je jugeais un peu trop important, de par la fraction de couche solide euh, que je jugeais un peu trop élevée dans certaines zones. Et du coup, en fait, vis-à-vis de leurs règles et de l'interprétation des résultats et des documents de formation euh, Autodesk, pour que ce soit aussi plus cohérent, il a aussi un peu recalibré directement. Et c'est vrai que j'avais toujours tendance après, dans les études d'après, après mon premier jet en automatique, d'injecter un petit peu plus vite que ce qui m'avait défini, que ce qui m'avait défini au départ. Donc, quand j'ai vu cette nouveauté, j'ai trouvé ça plutôt logique par rapport à l'interprétation de certains résultats. Donc maintenant, nous pouvons avoir la déformation avec compensation de retrait sans avoir à créer des plots suivant X, Y, Z. Ben, en soi, oui, si vous mettez pas de contrainte d'assemblage et que vous activez cette option, alors ce sera ici un retrait isotrope, mais vous allez avoir le résultat avec la déformation, avec la pièce qui a un résultat à part qui a été compensé de la valeur de retrait spécifiée dans le paramétrage process. Oui, l'option de prise en compte de l'influence de la fibre sur la viscosité est disponible. En fibre neutre, euh, je vais vérifier. Euh, non, c'est que pour le 3D. C'est que pour le 3D, la viscosité anisotrope. Oui, donc sur le pourcentage de matière stamp, hein, on est presque à 50% de matière caractérisée pour le stamp. Euh, ok. Je pense avoir fait le tour des questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Je pense qu'on a fait le tour des questions du coup. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter au support@apicite.com.
et on pourra vous répondre ou faire un échange spécifique avec vous si vous avez des questions complémentaires par rapport à ça ou d'autres questions, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter via notre plateforme support. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et on se retrouve le mois prochain pour le webinaire sur l'analyse de la biréfringence que je réaliserai également. Merci à tous, bon vendredi, au revoir.